C'est dans la magnifique église abbatiale de Saint-Sevé que Christian a rendez-vous avec Virginie Masson-Pellegris, la directrice de l'Office du tourisme de la ville. Bonjour Virginie. Bonjour Christian. Ça va bien? Oui. C'est superbement éclairé. C'est très très beau, effectivement. Tu es ici dans l'église abbatiale bénédictine de Saint-Sevé, qui a déjà des dimensions, comme tu peux le voir, qui sont assez imposantes. On est tout de même sur une église abbatiale qui fait 75 mètres de long, 35 mètres de large au niveau du transept et 20 mètres de hauteur. Inscrite au patrimoine mondial de l'UNESCO, l'abbatiale enferme quelques secrets qui la rendent totalement originale. Tu as pu voir les dimensions incroyables de l'abbatiale. Et là, maintenant, ce que je voulais te montrer, c'est ce plan tout à fait caractéristique donc, de Cluny 2 avec 7 absides échelonnées. Tu vois, on peut les compter. On en a 1, 2, 3, 4, 5, 6 et 7 là-bas. D'ordinaire, on a des absidioles qui rayonnent autour d'un cœur, alors que là, ce n'est pas le cas. Et ça, c'est tout à fait rare. Et c'est donc le plan initié au XIe siècle sous l'abbatiat de Grégoire de Montaner. Ce fameux abbé qui arrive au début du XIe siècle, qui est très puissant, qui va à la fois magnifier cette église et surtout qui va la décorer. On a 150 chapiteaux dans l'abbatiale, donc déjà en soi c'est énorme. Et sur les 150, tu en as 77 qui sont romans. Je vais te présenter le premier chapiteau. Lui, il a des couleurs très douces et surtout, regarde comme il est simple, épuré et finalement très beau. Tu as 2 séries de feuilles d'acanthe nues, une polychromie qui est assez sobre, plutôt douce. Donc là, on est sur un chapiteau roman, vraiment la première période du roman. Donc suis-moi Christian, on va laisser ce premier chapiteau, je vais t'en montrer un second, où tu vas voir l'évolution esthétique indéniable. Dans tu vois, ça se voit déjà rien qu'à l'œil nu. Là, ça y est, on nous raconte une histoire. C'est ce qu'on appelle les chapiteaux historiés. Et donc là, on est toujours sur un chapiteau du XIIe siècle qui relate l'histoire de Daniel dans la fosse aux lions. Daniel qui était un prophète de l'Ancien Testament. Et donc il se retrouve jeté dans la fosse aux lions parce qu'il a prié Dieu et non pas le roi. Là, tu vois, on le voit, il tire la langue de 2 animaux qui ressemblent... Il l'a vaincu certainement ou... Qu'il l'a vaincu, oui, en fait, les lions n'ont pas voulu l'attaquer. Donc voilà, il s'en est sorti comme ça. Mais tu as vu les lions de l'époque du XIIe siècle, évidemment, c'est des têtes de lions telles que nous, on ne les connaît pas. Parce qu'à cette époque-là, ils n'avaient probablement jamais vu de lion. Donc c'est tout de même assez imagé. Mais là, tu as quand même une jolie scène romane donc de Daniel dans la fosse aux lions. Et tu vas voir, le troisième que je vais te montrer est encore plus précis, encore plus travaillé, l'esthétique est encore plus fine et plus jolie. Regarde comme il est beau, comme il est précis. C'est tout de même un chapiteau du XIIe siècle qui est arrivé jusqu'à nous dans cet état, dans cette magnificence-là. Ce chapiteau historié relate ce qu'on appelle le banquet d'Hérode, ou la décollation de Saint-Jean-Baptiste. Tu as en fait 3 niveaux de lecture. Tu as la scène centrale, la scène de droite et ensuite la scène de gauche. Et au-dessus, tu vois un visage assez démoniaque. Ça, c'est une espèce de démon qui entoure les personnages. Tout ça pour dire que le travail de précision sur les expressions, sur les émotions est très très fort sur ce chapiteau. La légende, juste en dessous, en fait un peu comme une histoire, une BD de maintenant, tu as la légende juste en dessous qui date du XIIe siècle et qui relate totalement cette scène-là. À Saint-Sevé, il y a beaucoup d'autres trésors que vous pourrez visiter. Mais avant de partir, Christian veut nous faire goûter la spécialité de la petite ville. Il nous emmène vers Isabelle Barrère, la pâtissière de Saint-Sevé, qui délivre à un groupe de visiteurs sa célèbre recette de tourtière de Chalosse. Et Isabelle veut nous faire un cadeau. Elle nous emmène dans le Saint des Saints, son atelier de fabrication, où elle va nous montrer ses secrets si bien gardés jusqu'à ce jour. Donc Sylvie prépare la pâte juste à ta gauche. D'accord. Voilà, on la voit en train de bouler la pâte. Oui. Céline, cette pâte, elle va l'étirer. Elle l'étire. C'est elle la spécialiste. D'accord. Après Céline, arrivent Julie et Françoise. Elles montent le gâteau. Donc tu vois bien, elles ont fait des ronds. Oui. Donc Julie, elle met les pommes. Ah, qu'est-ce qu'elle met le... Donc, ah oui, c'est le fameux jus, c'est le fameux- le petit secret qui fait le goût Le petit secret. spécifique de la tourtière Le petit Landauer secret, de d'accord. Saint-Sevé. Voilà, jusqu'à la
la dernière touche finale. D'accord, elle a façonné, là, Voilà. elle est prête à cuire. Voilà, je te montre, Oui. tu vois. Ouais. Le jus, Ah on oui. voit bien qu'il Et circule. ça coule pas. Ça ne coule pas. Ça ne coule pas. Si la tourtière est bien fermée, ça ne coule pas. Très bien. Voilà. Après 40 minutes de cuisson à 210 degrés, vous pourrez déguster cette tourtière délicieuse ou la retrouver dans les meilleures pâtisseries de Saint-Sevé. Autrefois, la tourtière était un dessert de fête et tient son nom du plat qui sert à cuire les tourtes salées. Sa pâte extrêmement fine lui a donné le surnom de voile de la mariée. Avec regret, nous allons quitter Saint-Sevé pour faire un voyage merveilleux dans un château pas comme les autres. Au cœur de la Chalosse se dresse le remarquable château de Gaujac. Bonjour. Bonjour monsieur. Ancien pédiatre de Bordeaux, Philippe Casdevant fait visiter sa demeure étonnante en costume. Bon Christian, Oui. nous allons faire le tour de cette demeure du Marquis Oui. Sourdis. Oui. Je vais vous demander de vous mettre un peu Ah, bien au volontiers, diapason bien de volontiers, ma Philippe. tenue. Dans la même famille depuis des siècles, le château de Gaujac frappe par son apparence. C'est un édifice unique en Europe, construit comme une villa gallo-romaine et classé monument historique. Bon, alors, Philippe, nous voilà dans votre belle demeure, votre château, mais qui ne ressemble pas à un château. Je ne m'attendais pas à... Voilà, ben écoutez, cette- venez au centre de Oui. cette cour à péristyle et vous allez comprendre un petit peu que nous sommes au centre du monde. C'est une cour qui est orientée et dont les angles marquent les points cardinaux principaux et les milieux des façades des points cardinaux secondaires. Et nous sommes sous la protection des dieux de l'Olympe. Vous avez au nord-ouest Athéna qui symbolise l'eau, au sud-ouest la tête de Méduse qui symbolise la terre, au sud-est Apollon, Phébus, le feu, et au nord-est Héraclès, l'air, les 4 éléments. Vous avez 44 arcades et 48 chapiteaux grecs. C'est un rectangle d'or légèrement ouvert vers le levant, légèrement ouvert vers le couchant, comme si on voulait accueillir le premier rayon de soleil et garder le dernier. C'est François de Sourdis, lieutenant général des armées du roi Louis XIV, qui entreprend en 1686 la construction de cette demeure. Cet homme de culture fait appel à Mansart, l'architecte du roi Soleil, pour en tracer les plans. Grâce à notre guide, vous pourrez tout apprendre sur la longue lignée de la famille de Sourdis en visitant les splendides appartements du château. Bien, alors si nous rentrons maintenant dans la chambre dite du cardinal pour honorer François de Sourdis, cardinal archevêque de Bordeaux, dont vous avez ici le portrait par le Bernin. Lui, c'est l'aîné des Sourdis, c'est un compagnon d'armes d'Henri IV à 15 ans. C'est une vocation religieuse de 18 ans allant à Rome et c'est un cardinal à 23 ans. Le balcon des Pyrénées, oui. C'est par la porte sud que nous quittons le château et notre hôte pour aller dans les jardins voisins. Ils ont été créés par Jean Tauby, pépiniériste. Cet homme extraordinaire a fait pousser en 30 ans un jardin merveilleux qui rassemble des arbres et des plantes du monde entier. Mais tendez l'oreille, car Jean Tauby a un jardin secret, une passion qu'il accepte de partager avec nous. Suivi par des équipes de scientifiques de différentes nations, il a mis en place un domaine de recherche qui va vous étonner. Il s'agit de la phytoneurologie. Alors le procédé lui-même, il est assez simple. Disons que la plante possède de l'électricité, comme n'importe quel être vivant. Donc il y a eu une première expérience à la NASA qui a été très importante, qui a pu définir qu'effectivement la plante pouvait avoir son état électrique changé en fonction des gens qui étaient dans la pièce, de ce qu'ils faisaient, de ce qu'ils pouvaient entreprendre, etc. Et donc l'activité électrique était vraiment liée à la présence des gens et à ce qu'ils faisaient. Pour capter la vibration des plantes, on met un capteur sur racine, un deuxième capteur sur feuille, et on va capter la différence de polarité électrique entre racine et feuille, ou fleur, le cas échéant. On aura donc une vibration,
Et on va dire qu'à telle crête, on va donner telle note, à telle crête, on va donner telle note. Et donc nous, on va transcoder en son. Donc j'allume ici. Alors là, qu'est-ce qu'on entend? On entend, la plante en fait au moins 2 choses. La première chose, elle va avoir une structure vibratoire liée à son espèce. Là, on a branché quoi? Un Tricyrtis, qui est une plante vivace japonaise. Et puis le deuxième, ça va être des structures de son qui correspondent aux vibrations que la plante reçoit. Et que l'on va, par ce capteur, pouvoir comprendre. Mais elle va aussi capter des tas d'informations, comme par exemple, le groupe japonais a pu déterminer des ondes que la plante captait qui étaient vraiment liées à la prévention des séismes. Et aujourd'hui, il peut prévoir un séisme globalement force et épicentre 48 heures à l'avance, ce qui est largement suffisant au Japon pour évacuer la zone nécessaire. Voilà. Et il a mis en évidence aussi par ce phénomène-là qu'on sait bien que les animaux fuient les grandes catastrophes avant qu'elles arrivent, quelques heures avant. Eh bien, apparemment, ce sont les plantes qui ont prévenu les animaux. Donc on est bien là en présence d'une forme d'intelligence. Jusqu'où ça va aujourd'hui, on ne peut pas le dire, mais c'est tout à fait impressionnant. Nous ne pouvons pas quitter le département des Landes sans faire un tour par les célèbres courses de vaches. Christian en est un passionné. Il nous guide chez une de ses amies, Marie-Claire Belloc, qui dirige une ganaderia, un élevage de vaches landaises. Ça va? Elles sont sages aujourd'hui. Toujours, Oui. comme moi. Oula, Toujours sage, mais ces filles. On les a très près là. Hein. Non, Non, il n'y a pas de danger. il n'y a pas de danger, il n'y a Non. pas de problème. Je suis courageux, mais pas téméraire. Pas téméraire. Hein. Non. Mais il faut l'être un peu. Il y en a combien faut là prendre du risque. T'en as combien là? En tout, il y a un peu plus de 130 têtes. C'est du bétail sauvage, Oui. puisque la vache landaise n'a que le nom. C'est la Oui. femelle du taureau de combat de corrida. Hein. D'accord. Oui, Ou la oui, sœur ça ou la reste, mère. oui, oui. Marie-Claire, qui dirige cet élevage, possède aussi une quadrilla, une équipe qui chaque fin de semaine pratique la course landaise. Ta quadrilla, c'est combien d'hommes? J'en ai 11 11. en tout. Alors, les écarteurs, Sauteurs, Sauteurs, j'ai 2 sauteurs, cordiers entraîneurs et entraîneurs. et cordiers. Voilà, D'accord. ça se compose D'accord. comme ceci. C'est toi la ganadère. Mais dans ton équipe, qui c'est qui prépare le bétail après pour la course C'est les vachers Ouais. qui, eux, vont préparer les coursières, c'est-à-dire que vont leur faire l'emboulage des cornes, les monter au camion, les attacher et quand ils arrivent aux arènes, là, ils vont les mettre dans les loges jusqu'à l'heure de la course. Voilà. Les bêtes en place, c'est maintenant au tour des hommes de se préparer. En attendant la course, Christian veut nous montrer le petit atelier de Florence Sébi, qui fabrique et brode les boléros. Salut Flo, Bonjour Christian, comment vas-tu? ça va, en plein travail. Oui, c'est toi qui fais tous les boléros ou... Alors c'est moi qui en fais une grande partie, oui. Je suis la dernière vraiment dans les Landes à les faire. J'ai appris mon travail avec vraiment un maître tailleur et avec une dame qui ne faisait que ça, broder des boléros. D'accord. Moi je veux quand même conserver le travail à l'ancienne. Et si tu peux me le montrer en détail, parce que le boléro, je connais ça que de loin, quoi. Alors le C'est- boléro, on commence déjà par... C'est matelassé. C'est matelassé, voilà. Je confectionne une carcasse Ouais. et c'est ce qui sert un petit peu à amortir les chocs, mais surtout à donner de la tenue au boléro. Et ensuite vient la décoration ou le... Alors je brode, alors soit, La broderie. soit voilà, broder, soit le dessin seul pour un boléro de travail, soit des paillettes que je rajoute Ouais. pour un boléro de parade. D'accord. Alors le boléro ne se ferme pas pour la bonne et simple raison qu'il y a un gilet qui va dessous, Ouais, voilà, fermé par des boutons pression d'accord. pour aussi avoir un petit peu plus de tenue. C'est ça. Moi, que l'écarteur, oui, c'est ça, on le remarque sur les écarteurs, ils ferment leur boléro. Voilà.
C'est ça. Je suis entre 10-12 boléros durant l'hiver. Moi, je confectionne beaucoup l'hiver. Ouais. L'été, je me sers pour réparer. En général, juillet-août, je répare les boléros. Qui Parce déchirent, parce que les vaches, quand elles sont en piste, ne regardent pas le temps que j'y passe à les faire. Sport traditionnel des Landes, la course de vaches est une des 4 formes de tauromachie pratiquées dans le monde. Il n'y a pas de mise à mort de l'animal, ni au cours de la course, ni après. Pour les membres de la quadrilla, il faut être sur ses gardes. La moindre erreur peut les envoyer mordre la poussière.